Juin 1940, c'est le choc. La France qu'on pensait invincible s'effondre en seulement 6 semaines. Un traumatisme immense qui va donner naissance à l'une des périodes les plus sombres et les plus controversées de son histoire, le régime de Vichy. Alors comment en est-on arrivé là? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question qui est au cœur de tout ça, elle est vraiment vertigineuse. Comment est-ce qu'une des plus vieilles démocraties du monde a pu, comme ça, en quelques jours, se livrer à un seul homme et à une dictature? C'est cette mécanique un peu folle qu'on va essayer de comprendre. Pour y voir plus clair, on va suivre le fil des événements. D'abord, le chaos de l'effondrement. Puis, la construction du projet autoritaire de Vichy, sa collaboration mortifère, avant de voir comment, en face, une autre France s'est levée pour résister. Et on terminera sur la libération et son héritage si complexe. Tout commence donc par un véritable séisme militaire en mai 1940. L'armée française, qui était réputée pour être la meilleure du monde, est littéralement balayée par la stratégie allemande du Blitzkrieg, la fameuse guerre éclair. C'est le choc, la débâcle la plus totale. Et face à ce chaos, on voit déjà deux Frances qui s'opposent. D'un côté, il y a le maréchal Pétain, le vieux héros de Verdun. Pour beaucoup, il incarne une voix qui semble raisonnable. Arrêtez le massacre, demandez l'armistice. Et de l'autre, depuis Londres, il y a la voix, à l'époque quasi solitaire, d'un général presque inconnu, Charles de Gaulle, qui appelle à refuser la défaite et à continuer le combat. Et c'est la voie de Pétain qui est choisie. L'armistice est signé le 22 juin et il coupe littéralement le pays en deux. Au nord, c'est la zone occupée par les Allemands. Au sud, une zone dite libre, qui est administrée depuis la ville de Vichy. Mais cette ligne de démarcation, c'est bien plus qu'une simple frontière, on s'en doute. Le vrai point de bascule, il arrive le 10 juillet. À Vichy, le Parlement, qui a pourtant été élu démocratiquement, vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut, à lui tout seul, écrire une nouvelle constitution et gouverner par décret. En un seul vote, la Troisième République cesse d'exister. Alors attention, Vichy, ce n'est pas juste un gouvernement de crise qui attend que ça passe. Non, non. C'est un régime avec un projet idéologique très clair, ce qu'ils appellent une révolution nationale, pour refaçonner la France de fond en comble. Le symbole le plus frappant de ce changement, c'est la nouvelle devise du régime. On abandonne le liberté, égalité, fraternité de la République pour travail, famille, patrie. Et en fait, chaque mot est un programme en soi. Le rejet de l'individu, le retour à un ordre traditionnel et un nationalisme complètement replié sur lui-même. Cette révolution nationale, c'est une rupture vraiment radicale. Elle prône un retour à une France idéalisée, une France rurale, catholique. La famille patriarcale redevient la cellule de base. La femme est célébrée comme mère au foyer. Et tout ce qui est moderne est vu comme une source de décadence. C'est un projet profondément réactionnaire, qui veut effacer des décennies de progrès social. Et bien sûr, pour souder cette bonne France, le régime a besoin de boucs émissaires, ce qu'il appelle l'anti-France. Dans le viseur, on trouve les communistes, les francs-maçons, les étrangers et surtout les juifs. Et là, il faut insister sur un point absolument capital. Les premières lois antisémites d'octobre 1940 sont une initiative de Vichy. Il n'y a pas eu de demande expresse des Allemands à ce moment-là. Cette politique d'exclusion, elle ouvre la porte au chapitre le plus noir de Vichy, la collaboration d'État avec l'Allemagne nazie. Une collaboration qui a été choisie et qui ira bien au-delà de ce que l'armistice imposait. Sous l'impulsion de personnages comme Pierre Laval, cette collaboration va prendre 3 formes bien distinctes. D'abord, économique, avec le service du travail obligatoire, le STO, qui force des centaines de milliers de jeunes à partir travailler pour l'effort de guerre nazi. Ensuite, policière, avec la création de la milice, une sorte de police politique qui traque les opposants. Et enfin, l'irréparable, la participation au génocide. Le point de non-retour, c'est sans doute la participation active de l'administration et de la police française à la Shoah. La rafle du Vélodrome d'hiver, en juillet 1942 à Paris, en est l'exemple le plus tragique. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs sont arrêtés par des policiers français avant d'être livrés aux nazis. Au total, 76 000 juifs seront déportés depuis la France. Il faut savoir qu'un quart d'entre eux étaient de nationalité française. Ce chiffre, il est glaçant et il illustre l'ampleur de la responsabilité de l'État français dans la mise en œuvre de la solution finale sur son propre territoire. Mais, et c'est important, dans l'ombre de cette France de Vichy, une autre France refuse de se soumettre. Dès les tout premiers jours, des actes de résistance émergent. Ils dessinent petit à petit les contours d'une opposition qui va grandir et s'organiser. Cette résistance, en fait, elle a 2 visages.
Il y a la résistance extérieure, c'est la France libre du général de Gaulle, qui continue le combat militaire depuis Londres. Et puis il y a la résistance intérieure, des femmes et des hommes de l'ombre, de toutes origines et de toutes opinions, qui créent des réseaux pour saboter, informer et préparer la libération. Au début, ces mouvements internes sont assez isolés, un peu désorganisés. Mais le grand tournant, c'est en 1943. Jean Moulin, qui est l'envoyé de Gaulle, réussit une mission quasi impossible: unifier toutes les tendances de la résistance, des communistes jusqu'aux gaullistes, au sein du Conseil national de la résistance, le CNR. À partir de là, la résistance a un visage politique unique. Et cette unification politique et militaire de la résistance, c'est justement ce qui va préparer le dernier acte, la fin du régime de Vichy et la renaissance de la République. Avec le débarquement de juin 1944, tout s'accélère. Le régime de Vichy vit ses toutes dernières heures. Paris est libéré en août, le gouvernement provisoire de Gaulle s'installe et l'heure des comptes arrive. C'est ce qu'on a appelé l'épuration, le jugement des collaborateurs, dont les plus hauts responsables comme Pétain et Laval. Alors, au final, que reste-t-il de ces 4 années ? Eh bien, c'est un héritage double, très complexe. D'un côté, un traumatisme national, une sorte de guerre civile larvée dont les cicatrices sont encore profondes aujourd'hui. Mais de l'autre, et c'est ça tout le paradoxe, c'est dans la clandestinité que le programme du Conseil national de la résistance a imaginé la France de demain, en posant les bases de notre modèle social actuel, comme la sécurité sociale. Finalement, on se rend compte que la France de Vichy, c'est ce que l'historien Henri Rousseau a si bien appelé « un passé qui ne passe pas ». Ces fantômes, ces fractures et ces débats continuent de hanter notre présent, nous rappelant que pour comprendre la France d'aujourd'hui, il est essentiel de regarder cette période bien en face,